Je vous invite de partir dans un laboratoire, de brancher un amplificateur opérationnel et de faire un gain égal à 100. Donc un gain d'un amplificateur branché de cette manière, je vous rappelle, ce gain en boucle fermée A égale la résistance R2 divisé par la résistance R1 avec un signe moins. Donc ce gain, c'est le rapport de la tension V2 divisé par la tension V1. Et si on parle d'une fonction sinusoïdale, donc on parle d'une fonction de transfert avec des nombres complexes, on n'a qu'à regarder que ce gain correspond à une amplification de la tension V2 et de la tension V1 par un rapport qui est le rapport de résistance, et que ce rapport de résistance dans cet exemple est égal à 100. Sur ce que vous voyez là, c'est simplement un dBmètre qui a été branché pour afficher le rapport de V2 sur V1. Étant donné que 20 log de R2 divisé par R1 et que le gain est égal à 100, donc c'est 20 fois log à base 10 de la valeur 100 qui va nous donner l'ordre de grandeur de 40 décibels. Donc on est en train de regarder le gain dans la bande passante de notre amplificateur et on observe qu'il est bel et bien de l'ordre de grandeur de rapport de ces deux résistances. Bien sûr, la petite erreur que vous voyez ici, c'est dû à des problèmes liés à la tolérance de résistance qui ont été utilisés parce qu'il s'agit des mesures exactes dans un laboratoire. Le même montage avec l'expérience qui a été réalisée, donc notre ampli connecté, on voit un oscilloscope qui montre le rapport de la tension V2 sur V1. On voit ici un dBmètre qui nous montre le gain de notre amplificateur, plus notre générateur de fonction qui injecte une tension sinusoïdale et qu'on observe bel et bien que la tension est sinusoïdale. Alors on va montrer qu'en prenant maintenant la valeur, ou plutôt le signal qui est branché V1, et on va changer sa fréquence. Et vous verrez quand vous changez la fréquence, nous n'allons pas du tout modifier R2 et R1. On va maintenir le même gain. Quand on augmente la fréquence de V1, donc la fréquence de V2 va la suivre, vous allez observer sur l'oscilloscope que la tension V2, elle va s'atténuer et elle va suivre le diagramme de Bode que nous avons vu tout à l'heure, qui correspond à un filtre passe-bas. En ayant le même gain et en augmentant la fréquence de V1, vous verrez que V2 va s'atténuer et tendre vers une valeur, si on avait continué, tellement faible que nous ne le verrons pas sur l'écran de l'oscilloscope. On va observer cette fréquence FT. Donc on a à la sortie et à l'entrée deux tensions qui sont inversées de phase l'une par rapport à l'autre, parce que c'est un inverseur. On est en train d'augmenter la fréquence de la tension d'entrée. Observez la tension en bleu, qui est celle à la sortie, qui est en train de disparaître. En effet, c'est que l'amplificateur qui est en train d'agir là-dessus, et on le voit complètement disparaître à cause de sa fonction de transfert, telle qu'on a vu juste avant. Maintenant, on revient dans l'autre sens, et on va aller chercher le moins 3 dB pour trouver quel est le pôle dominant. Donc on va changer la fréquence de notre tension d'entrée, et on va aller jusqu'à une atténuation de 3 dB. Regardez la tension de sortie, elle est atténuée de 3 dB. C'est la pulsation propre à l'amplificateur opérationnel à laquelle l'ampli commence à atténuer maintenant à coup de 20 dB par décade. Donc ce genre d'effet est un effet très très connu dans l'amplificateur et lié à sa structure interne. Une autre limitation d'un amplificateur opérationnel, on l'appelle la variation maximale de la tension à la sortie. Malheureusement, et pour des raisons de stabilité d'un amplificateur opérationnel, nous sommes obligés d'ajouter une capacité qui se trouve à l'intérieur, que nous le verrons dans un cours de microélectronique, mais il n'apparaît pas dans le circuit intégré parce qu'il est intégré sur silicium. Eh bien, cette capacité a besoin d'un certain temps pour se charger, ce qui limite le changement de la tension à la sortie. Donc ce n'est pas lié à un phénomène fréquentiel, c'est un phénomène plutôt lié à la variation de la tension. Quand la tension va monter d'une valeur à une autre, on va voir que cette tension va mettre un certain temps et nous parlons de slew rate d'un amplificateur opérationnel. Et voici l'explication de la variation maximale au maximum du signal de sortie, qu'on appelle le slew rate d'un ampli. C'est aussi une valeur
donné par le fabricant et il est déterminé par un rapport d'un courant interne à notre ampli. Nous ne le verrons pas, ce n'est pas à nous de le décider, c'est le fabricant qui l'a utilisé pour polariser ces transistors à l'intérieur d'un amplificateur, divisé par une capacité que le fabricant a dû ajouter justement pour respecter la compensation en fréquence d'un amplificateur qui sera utilisé en contre-réaction. Donc même si vous ne comprenez pas ce que ça signifie ici, sachez que la courbe qu'on vient de voir, donc ce diagramme de Bode, module qu'on avait vu et qui correspond à un fil passe-bas, eh bien il est obtenu comme ceci et la bande passante est limitée à cause d'une capacité interne. L'unité du slew rate est exprimée en volts par microseconde, donc c'est un temps de variation. Donc on regarde quelle est la tension à la sortie d'un ampli et combien de temps cette tension a besoin pour changer d'une valeur à une autre. Donc c'est un rapport d'une variation de tension divisé par un temps qu'on observe sur un signal carré ou sur un signal triangulaire et on va essayer de l'analyser surtout par rapport à une tension sinusoïdale pour montrer qu'il y a un lien qui est un peu bizarre à exprimer parce qu'on va l'exprimer en fonction de la fréquence et pourtant il s'agit d'une variation qui est ramenée à une variation de tension à la sortie. Nous allons voir maintenant les conséquences du slew rate sur une tension sinusoïdale qu'on applique à un amplificateur opérationnel. Si vous prenez une tension sinusoïdale et vous appliquez à un amplificateur opérationnel qui possède un slew rate donné par le fabricant. Donc vous avez un ampli qui possède un slew rate d'une valeur donnée et vous le contre-réactionnez votre amplificateur et vous lui appliquez cette tension. La tension qui apparaît à l'entrée devrait bien sûr être multipliée par un gain ou transformée d'une manière donnée, mais elle devrait rester assez linéaire avec la tension de sortie. C'est un montage linéaire. Alors le slew rate va avoir un effet qui est le suivant. Il y a une limite qui empêche votre amplificateur d'avoir sa tension varier brusquement. Donc il a une limite qui est égale à une valeur donnée de quelques volts par unité de temps et que ces quelques volts par unité de temps qui sont donnés par le fabricant vont faire en sorte que quand la tension veut bouger ou augmenter brusquement, l'ampli va la freiner. Alors quand on regarde une tension sinusoïdale et on observe quand est-ce que la tension sinusoïdale fait un dV sur dt le plus brusque, c'est lorsqu'il passe par 0. Donc à chaque fois que votre tension sinusoïdale passe par 0, il a un dV sur dt qui est le plus élevé. Sinon, il va continuer, la tension va continuer à augmenter, et puis il arrive à un moment donné où le dV sur dt est égal à 0. Donc si vous prenez cette tension sinusoïdale et vous souhaitez regarder quelle est la tension, ou plutôt quel est l'impact de ce slew rate sur cette tension, vous n'avez qu'à le dériver par son passage par 0, parce que ça, c'est l'impact le plus élevé du slew rate. Alors dérivons u crête sinus oméga t à l'instant t égale à 0, qui va nous donner un oméga u crête. Donc oméga u crête correspond à une fréquence, oméga égale à 2pi f, et si vous écrivez cette relation comme ça, vous tombez sur une fréquence maximum, limitée par ce slew rate, qui est égale à slew rate, la valeur donnée, divisé par 2 fois pi fois u crête. Donc on voit bien que dans le dénominateur, on a l'amplitude de la tension sinusoïdale que nous avons appliquée. Ce qui veut dire que plus vous augmentez la tension à l'entrée, plus vous limitez la fréquence d'utilisation de votre ampli et que votre tension que vous avez appliquée, qui est une tension sinusoïdale, n'a pas le temps à la sortie de votre ampli de changer parce qu'elle est freinée par ce slew rate et que ça se transforme plus ou moins à quelque chose qui ressemble à un signal triangulaire. Donc on ne peut pas garder la linéarité entre l'entrée et la sortie et l'ampli ou le montage que vous avez utilisé est pas du tout, il ne fait pas du tout son rôle. Donc il suffit de baisser la valeur de crête pour que de nouveau vous retrouvez une tension sinusoïdale entre l'entrée et la sortie. Prenons un exemple numérique. Supposez que vous avez acheté un ampli ou vous utilisez un ampli du marché qui a une tension ou une valeur de slew rate est égale à 2 volts par microseconde, valeur donnée par les fabricants. Et que vous appliquez une tension dont la valeur de crête est égale à 10 volts. Et vous utilisez cette relation. Cette relation va vous dire
vous pouvez utiliser votre amplificateur jusqu'à l'ordre de grandeur de 31,8 kHz, parce qu'au-delà de cette valeur, vous n'observerez plus à la sortie une tension sinusoïdale, vous allez observer quelque chose qui n'a même pas le temps d'atteindre la valeur supérieure. Il est limité par un dV sur dt interne à votre ampli. Maintenant, si simplement vous changez la valeur de crête de votre tension que vous appliquez à l'entrée, et vous mettez 1 volt à la place de 10 volts, regardez ce qui se passe ici, vous allez voir que Fmax égale 318 kHz. Donc vous avez augmenté par un facteur 10 la fréquence d'utilisation de votre amplificateur. Il y a une différence fondamentale entre une limitation due au slew rate de l'ampli et une limitation fréquentielle de votre ampli qu'on avait analysé avant et qu'on l'avait ramené à une bande passante d'un ampli, et on avait parlé de la fréquence de F de GBW et on l'a appelé aussi la fréquence de transition. Il n'y a pas un lien direct entre l'un et l'autre. L'un limite de la variation de l'amplitude, qui est le slew rate, l'autre est indépendant de l'amplitude, mais il est en train de limiter la fréquence de l'amplificateur. Ceci dit, si vous êtes en train de tracer un diagramme de Bode d'un ampli et vous appliquez une tension sinusoïdale, si vous n'observez pas à la sortie votre tension et que par hasard vous étiez en train d'appliquer une tension ou une amplitude d'une tension qui a fait en sorte que votre slew rate commence à agir sur la fréquence de votre signal, vous n'avez pas à la sortie un sinus, donc vous ne pouvez pas du tout tracer un diagramme de Bode avec, et votre ampli n'est pas en train d'effectuer son rôle. Donc je vous invite de brancher toujours un oscilloscope à la sortie de votre ampli et de vérifier que votre amplificateur, quand il a à l'entrée une tension sinusoïdale, il est en train de le transformer en une tension sinusoïdale en la multipliant par un certain gain ou en le filtrant, mais tout en gardant toujours cette relation de linéarité entre l'un et l'autre. Parce que si par hasard vous avez appliqué une valeur de crête à l'entrée qui fait en sorte que l'ampli est limité par son slew rate, vous allez perdre votre tension à la sortie. Donc faites-le en regardant que la sortie n'est pas impactée par un slew rate excessif d'un amplificateur opérationnel. Donc on applique à l'entrée de notre ampli un signal carré, c'est ce qui est en jaune, et on va observer à la sortie ce qui va se passer. Nous sommes en train de regarder un slew rate positif, qui n'est pas du tout la même chose que la pente négative, qui est un slew rate négatif, et d'ailleurs les fabricants nous donnent deux valeurs différentes. Dans ce genre de comportement, on voit qu'il n'y a pas de symétrie dans cette structure. Le slew rate négatif semble être complètement différent. Et on va observer aussi qu'il y a un phénomène un peu spécial. C'est dû au fait que notre ampli est connecté en suiveur. Et plus tard, vous allez apprendre une limitation qu'on appelle le common mode range. Et c'est ce phénomène bizarre qui apparaît à l'entrée. On applique maintenant une tension sinusoïdale. Il s'agit d'un suiveur. Donc on s'attend à ce que la sortie soit la même. Et nous allons modifier l'amplitude de notre tension à l'entrée. Regardez la sortie, comment elle est en train d'être modifiée. La courbe bleue, la tension sinusoïdale n'est plus une tension sinusoïdale, c'est presque un signal carré. C'est presque un signal triangulaire. Et ce signal triangulaire correspond à la pente de la tangente de notre sinus lors du passage par zéro. Donc nous n'avons plus la linéarité attendue d'un amplificateur. Et cette limitation est due au slew rate de l'ampli. Ce n'est pas du tout un effet de fréquence. Nous n'avons pas changé la fréquence. Et on va regarder dans l'autre sens. Maintenant, on commence à baisser l'amplitude. Et de nouveau, on obtient notre tension sinusoïdale qui apparaît à la sortie. Et la linéarité de l'ampli est reprise. Donc si vous êtes en train de mesurer un diagramme de Bode avec un système dont l'amplitude est limitée par le slew rate, votre dB mètre ne va pas donner des valeurs correctes.